BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont au rendez-vous à l'heure, eux. Valentin Demey, journaliste pour Crypto. Salut Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue Carl Toussaint Duvasque, qu'on est ravi aussi d'accueillir. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. À la tête de Format Crypto et auteur de Blockchain, Crypto et DeFi, disponible toujours sur Amazon. Carl. Tout à fait. Ça marche bien? Ça cartonne. Ça va, malgré l'hiver crypto. Félicitations. Puis Laurent Pignot nous accompagne aussi pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Guillaume. On est ravi de vous retrouver également. Laurent, on a vu une petite remontée du Bitcoin ces derniers jours. Jusqu'où? Quels sont les seuils techniques à suivre pour la suite d'après vous? Oui, alors effectivement, le Bitcoin affiche une volatilité relativement faible ces derniers jours. Il reste bloqué entre 16 700 et 17 500 $ depuis le 1er décembre et sans donner de réel signal de rebond pour les crypto-investisseurs. En revanche, si l'on analyse les transactions sur le réseau Bitcoin, là, on peut avoir des données intéressantes. Alors, par exemple, si nous pouvons voir sur le ratio entre les prises de profit et les ventes à perte, que là, il y a une zone historique qui a été atteinte. Alors, typiquement, avec la chute de FTX, le nombre de bitcoins qui ont enregistré des pertes dans les portefeuilles a été 14 fois plus élevé que les prises de bénéfices. Et ce qui est intéressant, c'est que nous retrouvons ce ratio de 14 dans les creux absolus de marché baissier en 2018, en 2015 et en 2011, où là aussi les pertes enregistrées ont été 14 fois plus élevées que les prises de bénéfices lors des creux absolus sur le cours du Bitcoin. Alors bien évidemment, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, mais ce ratio signale qu'historiquement, lorsqu'il est atteint, nous touchons des purges ultimes sur le marché. À voir s'il se confirme sur ce cycle. En attendant, pour regagner de l'optimisme, d'un point de vue technique, il va falloir déjà à très court terme que le Bitcoin rattrape les 18 500 $ dans un premier temps, et puis retrouver ce seuil psychologique autour des 20 000 $ pour mettre fin à cette glissade baissière longue et épuisante pour les acteurs du marché. En attendant, s'il venait à briser ses plus bas annuels autour des 15 500 $ au début du mois de novembre qu'on avait eu, cela donnerait un signal important pour prolonger la baisse jusqu'à revisiter un support important autour des 12 000 $ pour aller chercher plus de liquidité sur un support majeur. Donc attention à court terme en attendant des signaux de renversement de tendance. Et puis, on évoquait le Bitcoin à l'instant, il faut aussi qu'on évoque l'Ether, bien évidemment. Est-ce que vous avez repéré les signaux équivalents, à savoir un peu plus favorables depuis quelques jours, et surtout, quels sont les prochains seuils techniques sur l'Ether? Alors là aussi, l'Ether gravite actuellement autour des 1230 $ actuellement. Il reste sur la même lancée que le Bitcoin. Il n'arrive pas à dépasser durablement des zones importantes. Alors pour l'Ether, c'est 1300 $ pour redonner un signal de renversement à court terme qui devra traverser. Personnellement, j'attends un retour sur les 1400 $ et puis idéalement autour des 1650 $ pour renverser franchement cette tendance baissière dans laquelle il est ancré. Mais nous en avons l'habitude, ces mouvements ils seront dictés par les agissements du Bitcoin qui a l'habitude de diriger le marché d'une main de maître sur ces dernières années. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui à nouveau. Alexandre, en direct avec nous. Laurent, pourquoi Alexandre? Laurent Pignot, depuis Zone Bourse. Merci. Valentin, les institutionnels, puisqu'on évoque les cours des cryptos, le potentiel de valorisation ou de nouveaux replis, par exemple sur Bitcoin, les institutionnels sont en train de clôturer massivement leur position short sur Bitcoin en ce moment? Ouais, effectivement, c'est l'une des toutes dernières infos qu'on a eues il y a quelques jours d'un rapport qui nous informe que les positions short sont en train d'être clôturées en ce moment, donc les paris à la baisse sur Bitcoin à hauteur de 15% de l'encours de short qui était en cours justement sur ce produit-là. Ça représente, pour avoir un peu une idée de la somme, pas grand-chose en vérité, c'est 30 millions, mais c'est 15% de ce produit qui était proposé pour justement faire cette position short. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que on imagine peut-être un rebond du marché qui a beaucoup souffert ces dernières semaines avec la faillite de FTX, avec tous les réseaux liés de près ou de loin à ces plateformes qui ont donc subi aussi les conséquences de cette faillite. Mais il y a un retrait donc de ces positions en short. Mais effectivement, ce que je vous dis, c'est intéressant à noter parce que le retrait massif ces derniers jours est assez important en termes de pourcentage, 15%. Mais effectivement, là, on voit bien, on en parlait hier sur le plateau avec Julien Bouteloup, les institutionnels sont un peu désintéressés en ce moment du marché, donc ça ne représente que 30 millions. Encore une fois, je précise, c'est un produit de short, mais ce retrait massif là de plusieurs institutions peut-être préfigurer d'un retournement local, en tout cas de marché. Et alors, on a une question d'un auditeur, il s'appelle Jérôme, en cet hiver crypto, elle est pour vous, Carl. La BCE, nous dit cet auditeur, la BCE a récemment annoncé la mort de Bitcoin. Et cet auditeur nous demande ce que vous en pensez.
Alors je sais que c'est un sujet que vous avez déjà traité plusieurs fois dans votre émission, Guillaume, mais moi je voudrais faire un petit rappel d'abord pour répondre à la question de Jérôme sur le rôle d'une banque centrale. Le rôle d'une banque centrale, c'est de vérifier la quantité d'une monnaie en circulation et déterminer les taux qui vont être fixés, qui ensuite vont être répercutés par les banques auprès de leurs clients. Donc forcément, la banque centrale ne peut pas voir autrement que l'univers des cryptos et le Bitcoin comme une menace potentielle. Maintenant, j'invite celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, à réfléchir par eux-mêmes. Et pour cela, 2 minutes de petits rappels historiques. En fait, je fais une réponse un peu parallèle. Et on est en 1983, Guillaume, et il y a 3 polytechniciens qui sont des spécialistes experts des télécoms et qui, dans le célèbre rapport Terry, avaient dit qu'Internet n'aurait jamais d'avenir commercial. Un peu plus tôt, en 1903, le maréchal Foch, il est professeur aux hautes études de guerre, donc c'est une sommité, et il dit à propos des avions que ce sont des joujous intéressants, mais qui n'auront jamais d'utilité militaire. L'ironie, c'est qu'il y a un porte-avions qui porte son nom. Un petit peu plus tard, Max Planck, qu'on connaît pour le physicien, qui est très ami d'Albert Einstein, lui dit « En tant que votre vieil ami, je me dois de vous dire qu'il faut que vous arrêtiez votre projet sur cette théorie, celle de la relativité, parce que non seulement elle ne marchera jamais, mais que personne ne vous croira. » Des anecdotes comme ça, il y en a plein. Ce que je veux dire, c'est que le niveau d'expertise d'un théoricien est une chose, la réalité d'un changement qui dépasse la théorie est plus forte. Donc, il y a 1000 façons de répondre aux propos de la Banque centrale. Je dis juste que n'oublions pas toutes les fois dans le passé où des experts, des professeurs, des spécialistes ou des grands sachants sont venus donner des leçons dogmatiques sur une conviction qui était la leur, alors même qu'ils n'avaient tout simplement pas vu le monde évoluer. Voilà, c'est une manière de répondre à la question de Jérôme. Non seulement les crypto-monnaies ne sont pas mortes, c'est normal évidemment que la Banque centrale prenne cette position-là, mais pour comprendre et répondre à la question, intéressez-vous à ce qui s'y passe dans cet écosystème. Oui. Ne nous contentons pas d'une phrase qui nous est balancée comme ça. Sauf que le contexte n'aide pas quand même. La démocratisation des cryptos, là, on imagine qu'elle a pris un coup avec l'affaire FTX, la baisse des cours également tout simplement. On a cette question cette fois de Julien, comment investir dans les cryptos sans passer par les plateformes, car après l'affaire FTX, j'ai peur de perdre mon argent. Eh ben c'est tout à fait à propos et finalement il a raison, ça nous a tous refroidis. J'étais sur ce plateau il y a 3 semaines, je vous laisse un mois à peine et je reviens, FTX fait faillite, voilà. Un seul être vous manque. Voilà, et tout est dépeuplé, trêve de plaisanterie. Et tout est dérobé. Finalement, vous en avez beaucoup parlé sur FTX, et tout est dérobé. Le meilleur moyen de mettre un doigt dans cet écosystème des cryptos, sans prendre le risque que tout disparaisse du jour au lendemain, c'est finalement de passer par des solutions centralisées, réglementées et encadré. Il est aujourd'hui possible de le faire via son compte titre ou dans son assurance vie dans quelques conditions quand les assureurs les référencent. 2 fonds que je vais vous citer. Tobam, qui est la référence du secteur, qui est un fonds BTC, Link et Blockchain Equity. Donc c'est un fonds qui en toute petite partie réplique le Bitcoin et pour une majeure partie du fonds investi dans les sociétés de l'écosystème de la blockchain. Il s'est mieux débrouillé que le marché finalement et on peut y investir avec toute la sécurité et l'encadrement et la transparence qui est mise en place par les fonds qu'on appelle UCITS, les OPCVM. Et son pendant, c'est Melanion, qui est une société de gestion qui fait un petit peu la même chose. C'est un fonds BTC Equity. Là encore, je peux le faire via mon compte titre en toute sécurité ou sérénité. Voilà, donc c'est un bon moyen de goûter et de débuter dans cet écosystème sans passer par des plateformes, parce qu'on sait que malheureusement, FTX en est un exemple, un accident peut arriver. On va continuer de répondre aux auditeurs, aux éditeurs, aux téléspectateurs, aux questions que vous nous envoyez dans un instant, tout en parcourant l'actualité et en observant le fait que cet écosystème continue de se développer malgré l'hiver crypto. Valentin, vous pouvez en témoigner, on va parler d'intelligence artificielle ensemble. Et on se projette dans le futur. Que pense le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, du robot GPT-3 d'OpenAI ? Alors, on n'est pas tellement dans le futur que ça, Guillaume. On est déjà, effectivement, bien présent dans le présent, justement. Et j'en discutais avec une partie de l'équipe de Crypto, c'était notamment notre développeur, Alexis, qui il identifiait vraiment ce basculement avec cette intelligence artificielle d'important dans l'histoire de l'informatique et peut-être même des usages qu'on pourra faire de ces programmes intelligents. C'est donc la sortie de ce chat intelligent. D'ailleurs, Elon Musk n'est pas très loin derrière GPT-3, qui fascine aujourd'hui en fait tous les corps de métier parce qu'on se rend compte qu'on peut
donner les grandes tendances de l'écriture d'un article, ou voire même écrire un article de A à Z en juste échangeant quelques mots dans un chatbox. Voilà, pouvez-vous me donner un article sur BFM dans le ton de BFM? Vous voulez nous remplacer? Exactement, quoi. Guillaume. Un jour, Okay. un jour, ça sera l'ordinateur à votre place. C'est déjà possible. Et en fait, il va aller chercher toutes les informations sur Internet, les condenser et vous les donner déjà rédigées. Là où, et c'est la différence du coup qui a été identifiée, Google essaye de faire le meilleur, vous proposez la meilleure chose, mais en fait parmi 100 autres résultats parce qu'il ne sait pas exactement ce dont vous avez besoin. Là, GPT-3 vous donne ce dont vous avez besoin. Et quel est le rapport avec le patron, le fondateur d'Ethereum? Et c'est là où justement c'est très intéressant de voir la subtilité, c'est que ça, l'intelligence artificielle, elle vous l'aurait pas demandé, vous voyez? Parce qu'elle aurait déjà donné la réponse, Guillaume. Mais parce que vous partiez je sais pas où, vous étiez en train de nous perdre, là il fallait vous recadrer, vous recanaliser. Est-ce que l'intelligence artificielle aurait eu l'intelligence de le faire? Elle n'aurait pas eu la naissance, la décence. Elle l'aurait fait plus subtilement. Mais l'indécence fait-elle partie de l'intelligence? Allez-y. Donc, effectivement, pour répondre à ce sujet-là, oui. Sur la partie écriture d'articles, c'est déjà possible et ça fonctionne déjà. Là où Vitalik Buterin, qui est le cofondateur d'Ethereum, nous dit c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il essaie aussi en partie programmer du langage informatique. C'est-à-dire, lui, il a eu une problématique de code à faire, une problématique à résoudre liée à son site web. Et il s'est dit, au lieu de tout reprendre de A à Z, je vais demander à ce chatbox de résoudre ma problématique. Voilà ma problématique, j'aimerais qu'elle soit résolue en tel langage de programmation. Merci. Il appuie sur Entrée, ça tourne et ça donne la base de son code informatique. Et lui, il dit, j'ai dû revoir 2-3 petites choses rapidement, mais 80 à 90% du travail, en gros, était déjà fait par GPT-3. Donc on est sur une nouvelle manière de coder, une nouvelle manière d'avoir de l'information qui intéresse jusqu'à le cofondateur d'Ethereum parce que ça va bouleverser la manière d'accéder à l'information. C'était mon saut de mouton, mais vous ne m'avez pas laissé le temps de le faire parce que vous n'étiez pas assez vif pour comprendre que ça arrivait juste après. Et justement, en 3 secondes, l'IA avait fini par donner la petite ligne de code qui allait bien, qu'il fallait juste retoucher. Et c'est là où vous serez toujours derrière, Guillaume, pour cette subtilité-là. Mais ça va très vite. C'est-à-dire que le code informatique, il suffisait de changer pas grand-chose pour que ça rentre dans le code Solidity, qui est le langage de programmation d'Ethereum. La capacité de digression de l'être humain, les robots et l'intelligence artificielle ne sont pas près de l'avoir. Parce qu'on peut glisser... Tu poses une question à un robot, il va être extrêmement pertinent dans le cadre que tu lui as fixé. L'être humain, il digresse en permanence. Ouais. Ça lui permet de construire et de nourrir une réflexion, probablement dans 30 ans. Mais moi, je pense qu'on n'y est pas encore à cette... C'est pas vrai. C'est pas que vrai. C'est pas que vrai parce que justement, je ne sais pas si vous êtes amusé à aller sur ce chatbox. Moi, j'y étais. Je me suis amusé à taper les questions de base comme on avait des bots à l'époque il y a 10 ans et on parlait à un être humain qui n'était pas un être humain et il y avait des réponses comment tu vas, ça va et toi. Bon, on en était là. Aujourd'hui, il y a vraiment la capacité de poser une question très classique et en fait de vouloir rajouter une couche sur la position que peut avoir l'intelligence artificielle. Exemple d'un sujet d'actualité classique, comment on peut traiter l'actualité par le plus grand des pluralismes, c'est-à-dire voilà factuellement cette information, et maintenant tu peux la traiter avec un biais politique ou un biais d'angle personnel, un prisme, et là selon le prisme que vous allez donner, il va réécrire l'actualité, il va donner vraiment une position personnelle, qui n'est pas personnelle parce que c'est le reste de l'intelligence artificielle, mais vraiment ce saut, ça y est, il est fait, et c'est amusant. Allez essayer chat BTC, GPT-3, c'est gratuit. Valentin Demey parle comme un robot d'ailleurs. C'est un Terminator, c'est un T1000. Ah, il est fort. Hein. Et il faut ça pour être 2 fois par semaine sur BFM. Ça c'est pas faux. En tout cas, son Pentium va très vite. Faut en absorber des vitamines le matin. Et Twitter, bientôt une crypto Twitter ou pas alors? Effectivement, si vous aviez posé la question à GPT-3, il vous aurait peut-être condensé ça plus rapidement. En tout cas, c'est dans les sens de recherche d'une personne qui a l'habitude de faire des petits leaks, des petites informations par-ci par-là, qui avait donné des informations pour Airbnb, qui avait déjà donné des informations pour des gros sites comme Facebook, qui là nous dit qu'elle a repéré des signaux faibles dans la direction que prend Twitter aujourd'hui, à savoir être davantage dans le Web3, être davantage dans le milieu de la crypto-monnaie et préparer son Twitter Coin. On ne sait pas le nom que ça donnerait, mais en tout cas, dans tout le back-office des développeurs spécialisés dans ce secteur, il y a des indices, des screenshots qui ont été d'abord publiés sur Twitter et GitHub et qui ont ensuite été retirés par la personne, qui montrent qu'ils sont en train de développer ça. Et en même temps, c'est pas si absurde puisqu'on a vu Elon Musk se prononcer à ce sujet déjà depuis quelques semaines. Ils ont fait l'acquisition de plusieurs entreprises avec Binance dans le secteur. Enfin, d'ailleurs, c'est même Elon Musk qui monte au capital de Twitter avec Binance. Et tout ce sujet de portefeuille numérique, ça fait un moment qu'ils l'ont en tête. Twitter Blue l'incarne un petit peu. Là, la subtilité, c'est qu'il y aura a priori
un coin Twitter, et donc Guillaume, ça ne sera pas le Dogecoin, malgré a priori le pari que certains avaient fait. Et rappelons que Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, a quitté ses fonctions pour se concentrer à 100% sur les cryptos. Tout à fait, sur le Bitcoin en l'occurrence. Voilà. Cette question d'un auditeur fait de chair et d'os. Il s'appelle Xavier. J'ai entendu parler, nous dit Xavier. On essaie de répondre vraiment à vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer d'ailleurs sur notre site bfmbusiness.com. J'ai entendu parler, nous dit Xavier, de Satoshi Island. De quoi s'agit-il, Karl ? Bon, on est en hiver, il fait froid, c'est un peu la morosité sur les marchés. Alors, ce projet Satoshi Island, il est dans le Vanuatu, dans le Pacifique. Il y fait beau, 30 degrés, c'est les tropiques. Oh là là. Et c'est un projet qui pour le moment a l'air sérieux. Je vais vous en parler en 2 minutes, mais alors évidemment, il faut être très prudent. Mais déjà, il y a une barrière à l'entrée financière. Il y a plusieurs projets. Vous allez nous dire une barrière de corail, non ? Une barrière à l'entrée. Alors, il y a aussi une barrière de corail qui, elle aussi, est en difficulté, mais pour d'autres raisons. Ce projet Satoshi Island, c'est une île totalement vierge, donc tout doit être construit dessus, 320 hectares, au milieu du Vanuatu. Des promoteurs ont eu l'idée de créer la première capitale mondiale crypto-friendly. Le projet consiste à faire venir 21 000 personnes, vous avez compris pour évidemment le clin d'œil. Il y a déjà 60 000 personnes qui sont en liste d'attente. Pour pouvoir acheter des terrains et une maison, tout ça se fera en NFT, évidemment. C'est un métaverse finalement réel. On peut acheter ses parcelles, sa maison en NFT. Mais première étape, il faut d'abord s'enquérir de la nationalité vanuataise et ça coûte $130 000. Ah oui. Donc il y a une certaine barrière à l'entrée. Et quand vous avez c'est plus que $21 000. Pour le coup, ils auraient pu le mettre à 21 000. Donc c'est 21 000 personnes. Les maisons sont des blocs assez bien foutus, assez écologiques, qui coûtent en gros entre 200 et $250 000. Même $21, ça aurait suffi, mais bon, voilà. Oui, mais déjà, il faut acheter la nationalité. Voilà. Bon. Évidemment, l'île sera totalement exonérée d'impôts sur les plus-values, les droits de succession, 0 impôt évidemment sur les crypto-monnaies. L'idée, c'est de faire venir tous les passionnés du monde entier. Alors, je rappelle que c'est dans une zone plutôt géographique de l'Asie, d'accord ? Donc, probablement attirer d'abord des clients asiatiques, à surveiller quand même de près, ne serait-ce que pour avoir une tendance de la manière dont les êtres humains sur Terre continuent à s'intéresser à cet écosystème. Est-ce que ça va prendre, ce Satoshi Island ? Pour l'instant, c'est sérieux. Les premières livraisons de maisons sont prévues courant de l'année prochaine, sur des constructions écologiques, respectueuses de l'environnement. C'est plutôt une île on va dire, pour millionnaires ou pour milliardaires, en tout cas pour des crypto-fans qui auraient peut-être déjà constaté leur plus-value il y a un peu plus de 18 mois maintenant. Bon. Ou sinon, vous choisissez de protéger l'écosystème, mais réel, en n'y allant pas. Parce que c'est préservant ces îles. Alors voilà, en termes de... Alors cela dit, le Vanuatu est un pays très pauvre, le président du Vanuatu voit évidemment là un afflux d'argent intéressant pour son économie locale. C'est moins d'1 milliard le chiffre d'affaires du Vanuatu. On peut imaginer que le Salvador a éventuellement inspiré cette idée, on peut l'imaginer. Bien sûr. Question de Thomas, c'est quoi un wrap token et à quoi ça sert ? Question technique. Alors, si vous avez un logiciel sur Apple, il ne fonctionne pas sur Windows. Donc, il faut le convertir. Et inversement, si vous avez un logiciel sur Windows, ça ne fonctionnera pas forcément. Ça s'appelle l'interopérabilité. Toutes les blockchains qui existent ne communiquent pas forcément entre elles. L'exemple le plus classique pour expliquer ce que c'est qu'un wrap token, ou un wrapped BTC en l'occurrence, parce que l'exemple que je vais prendre, wrap ça veut dire emballer. Je prends mon Bitcoin, et si je veux utiliser mon Bitcoin sur, par exemple, une blockchain de l'Ether, je vais devoir le wrapper, l'emballer, d'accord, pour qu'il soit utilisable sur la blockchain, notamment ERC20. D'accord ? À quoi ça sert de faire tout ça ? Notamment d'accéder à tout un tas de services, je pense au lending par exemple, qu'on va trouver dans certains protocoles de la DeFi, qui ne fonctionnent pas sur la blockchain Bitcoin, mais qui fonctionnent sur d'autres blockchains. Donc j'emballe mon Bitcoin, je l'apporte à ce qu'on appelle un custodian. Le custodian, c'est un conservateur, d'accord ? C'est donc un tiers, donc c'est là où il faut faire attention. Je fais référence à Alameda et à FTX, d'accord ? Mais ça peut être intéressant si vous avez un Bitcoin et que vous voulez le prêter pour être rémunéré ou éventuellement le mettre en garantie pour avoir du stablecoin pour faire différents projets dans la DeFi, il va falloir passer par cette étape de wrapping, d'accord ? En principe, quand vous apportez votre Bitcoin et qu'il est wrappé, on dit qu'il est minté, à ce moment-là, il y a un ratio de 1:1. D'accord ? Normalement, quand vous récupérez votre Bitcoin, le Bitcoin qui a été wrappé disparaît. C'est en fait
un pass qui vous permet d'utiliser une crypto sur une blockchain qui ne lui est pas native. D'accord ? La plus grande prudence doit évidemment être opérée auprès des fameux custodians, parce que si vous confiez la détention de votre Bitcoin ou de votre BNB ou peu importe à un tiers et que celui-ci se barre par exemple aux Bahamas avec la caisse, vous pouvez être mis à mal. Donc vous pouvez utiliser par exemple un MetaMask, mais attention, je ne garantis absolument pas la solvabilité de MetaMask, je dis juste que le MetaMask est un multi-custodian qui permet notamment cette opérabilité. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto chaque après-midi. Karl Toussaint Duvast et les réponses aux questions que vous nous envoyez, que vous lui envoyez. Il est à la tête de Format Crypto. Merci beaucoup, Karl. Avec plaisir, Guillaume. Merci. Bon retour, Valentin Demey, bien sûr, avec nous régulièrement aussi. Merci, Valentin. Merci, Guillaume. Journaliste pour Cryptos et auteur lui aussi de Bitcoin et autres crypto-monnaies chez Larousse, effectivement. Et c'est écrit par des humains. Vous voyez ? C'est important aussi. Et Laurent, qui nous accompagnait tout à l'heure, Laurent Pignot pour Zone Bourse. Salut messieurs, bonne Merci. soirée. Bon retour, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Dans un instant, on va reparler de la séance du jour sur les marchés traditionnels. En l'occurrence, le CAC 40 est en repli de 0,3%. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.